Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Excusez-moi, j'étais un peu à l'arrache pour démarrer cette vidéo, cette conférence. Euh, D'abord, je souhaite à chacune et chacun une bonne année 2026. Il y en a beaucoup d'entre vous que je connais déjà. On s'est déjà croisés dans des formations et dans différents registres. Euh, Alors, je ne me souviens plus quand nous nous sommes parlé pour la dernière fois, c'était il y a quelques mois, et on était en train de démarrer les trilogues relatifs à la directive dite Content qui concerne la CSRD et la CS3D. Je pense que par rapport à ce que je vous annonçais de l'atterrissage qu'on pouvait prévoir, notamment en termes de périmètre, on a atterri pas très loin. On a atterri à peu près là où je vous l'avais dit, de sorte que il y aura pas tant de nouveautés que ça aujourd'hui. Seulement, comme les choses se stabilisent, je voudrais en profiter un peu pour revenir sur tout ce processus, souligner notamment tous les aspects politiques qu'il a pu y avoir dans ces discussions autour de la soutenabilité en Europe, et puis tracer un peu des perspectives, tracer un peu des perspectives pour ce qui est de l'avenir. Alors, je partage ma présentation. Il y a quelques objectifs pour aujourd'hui, donc revenir, je vous le disais, sur les enjeux qu'ont révélé le parcours de Omnibus 1, Omnibus 1 étant ce paquet de régulations qui a concerné les questions de durabilité, de reporting de durabilité, de vigilance. euh, Ça vaut le coup, je pense, de revenir sur les enjeux que ces discussions ont révélés, comprendre les changements qui sont introduits. On reviendra il y aura un peu de répétition éventuellement avec ce qui avait été dit. Situer l'entreprise en termes d'obligations et options par rapport au nouveau paysage européen. Réfléchir à comment arbitrer entre les différents dispositifs volontaires et réfléchir à qu'est-ce que c'est que la durabilité maintenant. Le déroulé de cette conférence, il est un peu similaire aux précédentes que j'avais pu tenir. Et d'ailleurs, le plan en est assez proche de la précédente. D'abord, on va revenir sur le contexte institutionnel et politique. On va le faire vite parce que il y aura beaucoup de redites par rapport à ce que j'ai pu dire dans les deux, trois conférences précédentes. On va revenir donc sur les annonces omnibus, sur tout ce processus omnibus de l'Union européenne, avec un regard un peu critique sur la question, puisque maintenant on commence à avoir du recul. On va revenir sur pourquoi est-on allé si loin dans le recul. Euh, Pourquoi j'insiste sur cet aspect-là, c'est parce que je crois qu'on est toutes et tous pollués par le discours politique ambiant qui est très anti-ESG, très anti-durabilité. Et je crois qu'il faut souligner l'aspect politique de cette question-là pour l'opposer d'ailleurs après à l'aspect technique et pratique tel qu'il concerne les entreprises. Après, on reviendra un peu comme on l'avait fait la dernière fois sur où on a atterri en matière de CSRD, de CS3D, de taxonomie, notamment en termes de périmètre, où on a atterri en termes de nouveaux standards, où on en est en termes de dispositifs volontaires, et puis quelle stratégie adopter par rapport à cela. J'ai prévu deux moments pour interrompre notre présentation et pour avoir des échanges, mais naturellement, n'hésitez pas à lever la main lorsque vous avez des questionnements. Euh, J'avais eu des manipulations malheureuses la dernière fois avec ces levées de main, mais on va essayer de faire ça bien. Rappel, petit rappel, petit disclaimer. Évidemment, tout ce que je peux dire sur notamment les questions juridiques, les questions d'applicabilité, les questions de est-ce que votre entreprise se voit appliquer tel texte, voilà, je ne suis pas, je suis un formateur
je suis aussi consultant, mais je ne suis pas un avocat et donc ça ne vaut pas conseil juridique et naturellement lorsque vous avez des questionnements, il vaut mieux se tourner vers des professionnels de la question. Alors, rapidement, revenir sur le contexte institutionnel et politique. Et là, pardonnez-moi, il va y avoir un peu des redites par rapport à ce qu'on avait pu dire dans les sessions précédentes, et c'est pourquoi je vais aller assez vite. On peut revenir sur le contexte de 2024, qui a été un contexte de prise en conscience, de prise de conscience de la part de l'Union européenne de toutes les questions relatives à la compétitivité de l'économie européenne. Et ça a été le fondement d'une réflexion profonde des institutions européennes en matière de législation, mais aussi ça, et on y reviendra, ça a libéré les énergies de la part du secteur privé pour obtenir plus dans le domaine de la dérégulation. C'était d'abord le rapport l'État, qui concernait plutôt l'union des marchés de capitaux, mais aussi les réseaux de télécommunications, l'énergie et la défense. Et puis, ça a été surtout, en septembre 2024, le rapport Draghi sur la compétitivité, dont on parle encore et on se demande encore un peu dans les débats publics si on arrive à l'appliquer, si on arrive à tenir compte des recommandations de ce rapport ou pas, ou si on en est loin, au contraire, sachant que les réalités sont un peu différentes quelquefois d'un État membre à un autre. On peut penser que certains États vont plus vite en matière de compétitivité que d'autres, et notamment que la France. Le rapport Draghi, il proposait trois axes principaux pour réformer et relancer la croissance économique: innover et combler le retard technologique, avoir un plan commun pour la décarbonation et la compétitivité. On y reviendra parce que on ne peut pas dire que les réformes récentes vont tellement dans ce sens-là en termes de décarbonation en tout cas. Et puis renforcer la sécurité et réduire les dépendances, en d'autres termes, retrouver une souveraineté européenne. À partir de ce rapport Draghi qui proposait 170 propositions, à partir de ce rapport Draghi, et puis sachant qu'au même moment arrivait au pouvoir aux États-Unis le grand chantre de la dérégulation qui est Donald Trump, avec toute l'agressivité qu'on lui connaît. Et de fait, comment dirais-je, la politique de Donald Trump aux États-Unis n'est pas sans influence sur la vision qu'on peut avoir en Europe de ces sujets-là. Novembre 2024, là aussi, je l'avais déjà dit, déclaration de Budapest de la part des grands dirigeants européens. Vous savez que dans l'Union européenne, tout part d'abord du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et puis après, le bras armé, c'est la Commission européenne qui fait des propositions, puis les législateurs qui sont le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Donc là, on était au niveau du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Qui soulignait cette nécessité d'un nouveau pacte de compétitivité européenne. Un des aspects de cette déclaration était la question de la simplification, la question d'un cadre réglementaire plus clair, plus simple, plus intelligent. On verra qu'on n'a pas forcément en tout point atteint cet objectif avec la question de la durabilité, parce qu'il n'est pas certain qu'on soit dans un cadre si clair que cela. Il n'en demeure pas moins qu'on est passé d'un choc réglementaire l'année dernière à ce qui est aujourd'hui un paysage à peu près stabilisé quand même s'il est compliqué. Déclaration de Budapest, suivie donc, comme je vous le disais, après un Conseil européen, on a des initiatives qui sont prises par la Commission, qui est supposée faire des propositions, et on a cette boussole de compétitivité qui est lancée le 29 janvier 2025 par la Commission européenne. Cette boussole de compétitivité, elle tourne autour de la question essentiellement de la simplification. J'en arrive à ces annonces omnibus. Là aussi, il y a un tout petit peu de redite, mais là, on va ouvrir déjà à un regard déjà un peu plus critique, puisqu'on a maintenant un peu de recul sur tout cela.
Au départ, un omnibus, un paquet omnibus, c'est un paquet, ça vient du monde de l'IT, hein. C'est un paquet logiciel unique qui regroupe toutes les dépendances nécessaires à une application. Donc l'idée d'un omnibus, c'est de reprendre ensemble un certain nombre de mesures législatives en un seul texte pour simplifier, le cas échéant, enfin idéalement simplifier un certain nombre de textes déjà existants. Le premier paquet omnibus, celui qui a été présenté le 26 février 2025, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé ce petit cycle de conférences, proposait des modifications ciblées en matière de développement durable pour simplifier les obligations de diligence raisonnable, c'est-à-dire tout ce qui touchait à cette directive sur la due diligence qu'on appelle la CS3D pour Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Rendre le reporting de développement durable plus accessible et plus facile à mettre en œuvre, et ça, c'est tout ce qui touche à la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, et puis simplifier et renforcer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, dont vous savez qu'il est entré en application ce 1er janvier. L'objectif annoncé, c'était de simplifier les exigences pour les entreprises et de stimuler la compétitivité, tout en préservant les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. On reviendra sur cette simplification et on verra si c'est une simplification ou si c'est autre chose. D'autres omnibus, un sur les investissements de l'Union européenne, un sur la politique agricole commune, un sur les PME et ETI qui nous concernent parce que la question du périmètre de ce qui définit une PME et de ce qui définit une ETI, entreprise de taille intermédiaire, n'est pas sans conséquence en matière de législation applicable en matière de durabilité. Et donc, cet Omnibus 4, notamment, a réfléchi à cette question des périmètres et du périmètre de qu'est-ce que c'est qu'une PME, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de taille intermédiaire. Un 5e omnibus sur la défense et un 6e sur les produits chimiques. J'ajoute à ces 6 omnibus ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est donc entré pleinement en vigueur ce 1er janvier. Et qui oblige les entreprises important dans l'Union européenne des marchandises soumises, qu'elles aient le statut de déclarant mécanisme ajustement carbone aux frontières autorisé. Les déclarations en douane relatives à ces flux devront impérativement comporter le numéro d'autorisation et heureusement, seuls les opérateurs importants plus de 5 tonnes par an de marchandises soumises sont tenus de disposer de l'autorisation. Pourquoi je le mentionne ici? C'est parce que ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est aussi une question de reporting. C'est aussi quelque chose qui crée de la lourdeur pour les entreprises et qui crée de la contrainte pour les entreprises. L'omnibus durabilité, si j'y reviens, il comportait un certain nombre de textes. Aujourd'hui, on en a un certain nombre qui sont derrière nous, et puis 2 actes délégués qui restent devant nous. Sont derrière nous une première directive qui a stoppé le calendrier. C'est cette directive qui s'est appelée Stop the Clock, qui a été adoptée et publiée très très rapidement, puisqu'elle a été dès le 16 avril 2025, et elle a été transposée par anticipation en France très rapidement également. Cette directive permettait aux entreprises qu'on appelait les vagues 2 et 3, on y reviendra, de reporter l'applicabilité de toutes les exigences de reporting de la CSRD. Pour la vague 1, qui déjà faisait du reporting, a été adopté un acte délégué le 11 juillet 2025 qui ralentissait le déploiement de certaines mesures, puisqu'il y avait des mesures qui étaient d'applicabilité progressive dans la directive CSRD. Donc cet acte délégué Quick Fix, il visait à faire profiter les entreprises de la vague 1 aussi d'un bénéfice de ralentissement. Un acte délégué concernant la taxonomie qui a été adopté le 4 juillet 2025, qui modifiait le règlement taxonomie et surtout les actes délégués qui y sont liés. L'article 8, celui qui porte sur le reporting de la taxonomie,
l'acte délégué climat et l'acte délégué sur les autres indicateurs environnementaux. Et enfin, et c'est celle qui a fait couler le plus d'encre, la directive Content, cette directive véritablement qui concernait les directives CSRD et CS3D, et qui concernait, pour l'essentiel du débat visait à définir le périmètre des entreprises soumises à ces réglementations. Et c'est cette directive qui a été adoptée très récemment, donc il y a moins d'un mois maintenant, par les co-législateurs européens que sont le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Deux actes délégués restent en voie d'achèvement. Celui sur la simplification des standards ESRS. On vient de voir que la directive Content, elle modifie le périmètre des entreprises soumises à CSRD, mais elle ne modifie pas en soi le contenu de ce qu'on met dans CSRD. Donc, c'est bien cet acte délégué sur les standards ESRS qui va le concerner. Et cet acte délégué a fait l'objet d'une préparation et d'une présentation en juillet dernier par l'EFRAG, l'organisme qui, auprès de la Commission européenne, se charge de toutes les questions de reporting extra-financier et d'ailleurs de reporting financier. Donc, l'EFRAG a proposé dès juillet, mais formellement le 3 décembre dernier, son avis technique, pardonnez-moi, relatif au projet de norme ESRS. Ce projet, il est maintenant donc entre les mains de la Commission européenne, qui doit adopter un acte délégué qui révisera officiellement les 12 ESRS actuels, les 12 ESRS thématiques et transversaux actuels. Et elle devrait le faire d'ici juin 2026, sachant que, comme pour tout acte délégué, on y reviendra, un délai de non-objection existe à partir de l'adoption de l'acte délégué. Les co-législateurs ont encore 2 mois pour éventuellement objecter s'ils jugent que l'acte délégué a outrepassé le mandat qu'ils avaient donné à la Commission. Dernier acte délégué qui est en voie d'achèvement, ce qu'on appelle le dispositif volontaire VSME. On y reviendra. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en décembre 2024, l'EFRAG avait proposé des standards simplifiés pour les PME non cotées, sachant que toutes les autres entreprises avaient vocation à être touchées tôt ou tard par le régime de la CSRD, y compris les PME cotées. Donc, pour les PME non cotées, en décembre 2024, l'EFRAG avait fait des suggestions d'un système simplifié dont on reviendra sur l'objectif de ce système, mais ce système simplifié visait aussi à protéger ces entreprises des demandes excessives de la part de leurs parties prenantes. Ce dispositif simplifié, VSME, applicable aux PME non cotées, a été, comment dirais-je, renforcé par une recommandation de la Commission européenne de fin juillet qui recommande de se servir de ce texte pour faire du reporting lorsqu'on est une PME non cotée. Cela étant, enfin, ce faisant, la Commission européenne renforce la valeur de ce dispositif, mais ne l'étend pas à ce stade-là à toutes les entreprises qui vont sortir du scope CSRD. Et pour toutes ces entreprises qui vont sortir du scope CSRD, pardonnez-moi pour le chat dans la gorge, la Commission européenne est supposée proposer un acte délégué qui couvrira donc ce scope intermédiaire entre les PME non cotées et tout le monde des ETI et des PME cotées jusqu'au seuil de la CSRD. À noter que ces entreprises sont des entreprises soumises à des exigences des parties prenantes beaucoup plus importantes que les PME non cotées, ne serait-ce que parce qu'elles ont elles ont par définition des actionnaires et elles ont par définition des parties prenantes plus exigeantes. Donc on peut penser que cette recommandation qui va servir de base au futur acte délégué, eh bien que l'acte délégué aille un peu au-delà, on peut l'espérer. On n'est pas sûr que l'acte délégué sera un copier-coller de l'actuel dispositif
prévues pour les PME non cotées. J'en arrive à une question plus politique. Euh, on a suivi avec attention pendant toute l'année 2025 tous les débats qui ont tourné autour de ces directives, de ces directives et de ces règlements et de ces actes délégués. Euh, et quiconque a suivi ces débats euh, ne peut que constater ils ont été accompagnés d'un discours extrêmement critique vis-à-vis de l'ESG de façon générale, des questions de durabilité, des questions sociales, environnementales. Et donc, tout ça s'est inscrit dans un contexte très particulier et très agressif d'ailleurs de la part d'un certain nombre de corps pour remettre en cause ce qu'on pouvait juger être des avancées, même si elles étaient très critiquables. Et c'est pourquoi je voudrais développer un peu euh, cette partie-là. Pourquoi je le développe? Je n'ai pas l'habitude de parler d'aspect politique. J'aime bien me raccrocher à des sujets techniques. Mais il me semble que compte tenu de la généralisation d'approches basées sur le volontariat maintenant, il me semble qu'il est important de comprendre le contexte politique dans lequel tout cela s'inscrit. Et de comprendre aussi que c'est pas parce qu'on a tel ou tel contexte politique sur ces sujets-là que les entreprises ne doivent pas être intelligentes et réfléchir à leur propre réalité et à leurs propres problématiques. Alors, pourquoi des raisonnements, des renoncements qui interrogent? Je vous rappelle les questions que j'avais évoquées à l'époque, et ce slide reprend très exactement, alors à part que je l'ai mis à l'imparfait, mais ce slide reprend très exactement les chapitres que j'avais identifiés au début de ces discussions omnibus. Et je vous avais dit que 10 questions se posaient principalement, celles sur le calendrier d'implémentation, le périmètre des entreprises assujetties, le caractère obligatoire ou pas des choses, la question de la simplification des standards, la question de la taxonomie, et puis des questions de principe sur les plans de transition, le traitement de la chaîne de valeur et la proportionnalité, la question de la vigilance, le principe de la double matérialité, les exigences d'audit. Et comme je vous l'avais dit, les modalités et les principes, selon l'ampleur que ça prend, enfin, une modification des modalités peut devenir une question de principe. Si vous réduisez le périmètre des entreprises assujetties de 90%, on peut penser que vous touchez au principe. Et donc, suite à l'énoncé de ces 10 questions, je vous disais, ben, ce qui va être intéressant maintenant de savoir, c'est est-ce qu'on est dans un processus de simplification, véritablement, ou est-ce qu'on est dans un processus plus, plus systématique, j'allais dire, de dérégulation. Et je dois dire qu'un an plus tard, puisque c'était en février, hein, le début des discussions omnibus, un an plus tard, je crois, il me semble être honnête de dire qu'on a la réponse. La réponse, c'est que on fait face, à travers cette réforme omnibus, à une dérégulation massive, très massive. Le point d'atterrissage, notamment sur les périmètres, c'est exactement ce que je vous avais indiqué, celui que je vous avais indiqué lors de mes interventions précédentes, à savoir ce seuil pour CSRD de 1000 salariés et de 450 millions de chiffre d'affaires, et puis un seuil plus élevé de 5000 salariés pour la directive sur la due diligence, sur le devoir de vigilance. Du fait de ce changement de périmètre, et je vous le répète, lorsque j'avais mentionné les questions qui se posaient, le périmètre, je l'avais mis dans les modalités. Mais ce changement de périmètre, en vérité, compte tenu de son ampleur, il pose une question de principe, puisque dans l'ensemble de l'Union européenne, contre 55 000 entreprises précédemment, on va avoir 6 000 entreprises environ qui vont être soumises à la CSRD révisée. Et ça, ces 6 000 entreprises, c'est si toutes les filiales déclarent, sachant elles peuvent ne pas déclarer. Et si nous supposons que seulement 30% des filiales déclarent,
le nombre d'entreprises qui vont être soumises à enfin, qui vont produire une CSRD sera de 4700. Si aucune filiale ne déclare, 4200. Ce qui est ridicule par rapport aux chiffres dont on venait. Donc, si je reprends ces chiffres-là en les reprenant pays par pays, on voit que le nombre d'entreprises dans certains pays est totalement ridicule. 90 entreprises au Portugal, bon, des très petits chiffres dans les pays baltes, 140 entreprises en Finlande, 1600 en Allemagne. Bref, des chiffres assez faibles, 578 en France, qui est très faible également. Voilà, on en est à peu près à ce seuil-là, à ces seuils-là. Et ça, c'est 6000 entreprises, comme je vous le disais précédemment, c'est si toutes les filiales déclarent. Et je le répète, un certain nombre de filiales pourraient ne pas déclarer, faisant baisser encore de un bon 30% ces chiffres-là. Donc ça, c'est ce que on peut qualifier d'une dérégulation massive, puisque toutes les autres entreprises se retrouvent face à une proposition de dispositif volontaire. Elles n'ont plus d'obligation de reporting. C'est d'autant plus impressionnant lorsque on compare à ce qui était précédemment. Donc, sous la CSRD telle qu'elle était conçue, on avait en Europe à peu près 46 000 entreprises qui étaient supposées faire une déclaration un reporting de durabilité. Lorsque lorsqu'on était sous le régime de la NFRD, qui en France était transposée sous le nom de DPEF, vous vous en souvenez, on avait en Europe à peu près 11 000 entreprises touchées. Et donc sur ce deal final, sur cette opération finale, on est autour, je le répète, ça dépend du nombre de filiales qui déclarent ou pas, hein, mais on peut dire qu'on est sur un chiffre qu'on peut estimer à peu près à 4800 firmes si on considère que 30% des filiales rapportent. C'est ça ce qu'on peut appeler une dérégulation massive. Quant à la directive sur le devoir de vigilance, on n'a plus que 1000 entreprises dans le scope en Europe. Et surtout, la réglementation est totalement vidée de son contenu. Il n'y a plus d'obligation de plan de transition climatique. Il y a une limitation de la responsabilité des entreprises quant à leur chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus qu'aux fournisseurs de premier rang. Et il n'y a pas de responsabilité civile européenne. Donc ça, c'est la réponse qu'on peut faire à cette question de dérégulation versus simplification. Même des personnalités importantes de la Commission européenne s'en sont récemment émues. Pendant les dernières discussions de trilogue en décembre, Madame Teresa Ribera, qui est qui est vice-présidente de la Commission européenne et qui est commissaire à la compétitivité, s'en était émue dans le Financial Times. Alors, si on continue dans ces interrogations, donc ça c'est la première réponse qu'on peut faire, c'est cette réponse sur le périmètre. Et lorsqu'on voit l'évolution du périmètre, et je le répète pour la directive sur le devoir de vigilance, le contenu, on peut dire vraiment qu'on est face à une dérégulation massive. Maintenant, il y a une autre façon de s'interroger, c'est est-ce que le dispositif, est-ce que le mécanisme qui a été choisi était légitime? Je vous ai mis là une copie d'un papier que j'ai produit sur LinkedIn début décembre sur ce choix d'Omnibus. Et ce papier, j'évoquais le fait que Omnibus, qui a vocation à être un instrument technique, était devenu dans cette histoire un vecteur d'une révision politique très profonde. Traditionnellement, le recours à un texte omnibus, c'est pour corriger des incohérences formelles, adapter des renvois, assurer une meilleure lisibilité d'un corpus juridique. Ça n'est pas pour modifier en profondeur un régime général. Et l'utiliser pour ces modifications profondes, matérielles, et c'était le cas pour la CSRD, la directive sur le devoir de vigilance ou certaines normes de la taxonomie, ben, c'est un changement d'objectif qui interroge clairement sur la légitimité du choix du processus. Ça a ému beaucoup de monde, et d'ailleurs ça a conduit à la saisine
du médiateur européen, ce qu'on appelle le ombudswoman, la ombudswoman. Euh, c'est un nom un peu bizarre pour le médiateur, qui a été saisi de cette question et qui s'en est effectivement ému. Alors, je vous rassure, cette personne n'a strictement aucun pouvoir dans le dispositif européen, mais ça démontre le caractère légitime des interrogations qu'on peut avoir sur ce choix de l'instrument omnibus. Le choix d'un texte omnibus, ça a également des implications institutionnelles. On va y revenir. Mais mécaniquement, ça réduit la capacité du Parlement européen à évaluer séparément les différentes modifications proposées, puisqu'on regroupe tout. Et ça limite de la même sorte la marge des États membres pour un examen détaillé en Conseil. Et donc, de fait, le débat démocratique s'en trouve objectivement compressé. La crédibilité des politiques de l'Union européenne, elle repose à la fois sur la qualité technique des normes, mais aussi sur la solidité du processus d'élaboration. Et c'est là où on peut là encore s'interroger sur ce choix. Euh, de même, l'interrogation peut porter sur l'incertitude réglementaire que cela peut créer, alors que les investisseurs, de leur côté, ont besoin de données stables, comparables, prévisibles. Là, on est plutôt sur les questions de fond. Et d'ailleurs, on va y revenir, la DG FISMA, qui est la DG, qui est un peu, si vous voulez, le ministère de l'économie et des finances au sein de la Commission européenne, n'était pas forcément favorable au recul les plus importants qu'on a pu observer. Les conditions de la recherche d'une meilleure lisibilité, d'une meilleure proportionnalité, c'est la transparence du processus, la proportionnalité des modifications et le respect de l'équilibre institutionnel. Et aucune de ces trois conditions n'a été remplie en matière sur cette réforme. Une autre source d'émotion, et je vais le développer un peu, est la convergence entre certaines dispositions du paquet Omnibus et les demandes formulées par plusieurs organisations professionnelles, alors qu'on a l'habitude d'appeler de leur dénomination péjorative de lobby. Alors, pour avoir été un ancien lobbyiste de banque, en l'occurrence, je n'aime pas trop ce terme de lobbyiste parce qu'il a une connotation très négative, alors qu'il est naturel que les intérêts privés puissent s'exprimer dans le cadre d'un processus décisionnel législatif. Pour autant, il y a quand même une interrogation de fond. Est-ce que les ajustements proposés, qui ont été proposés et d'ailleurs qui ont été adoptés, respectent un objectif d'intérêt général ou est-ce qu'ils répondent à des préoccupations sectorielles exprimées dans un contexte de pression d'ailleurs économique et géopolitique? Je le répète, l'idée n'est pas de contester l'existence des lobbies, mais le cas échéant de contester leur méthode. Et on va y revenir avec un exemple autour de la réforme sur la vigilance, parce que vraiment le pouvoir des lobbies a été absolument exorbitant sur ces négociations. Et donc, j'en arrive à cet exemple. Alors là, on n'est que sur la directive sur le devoir de vigilance, on n'est pas sur la directive sur le reporting de durabilité, mais je trouve que le cas est intéressant. En début décembre, une organisation qui s'appelle SOMO, qui s'intéresse à la transparence des activités des grandes entreprises multinationales, a révélé comment avait été organisé le lobbying auprès des institutions européennes autour de la directive sur le devoir de vigilance. Et donc, Somo a révélé une alliance qui s'est appelée la Competitive Roundtable. Et naturellement, ils ont un certain nombre de documents qui ont fuité qui leur permettent d'appuyer leur dire, qui concernait l'alliance de 11 entreprises, essentiellement dans le monde du oil and gas et essentiellement des entreprises américaines. Et sous couvert de discussions sur la compétitivité, d'ailleurs, elle s'appelait la Competitive Roundtable, cette organisation. Ces entreprises ont œuvré très, très systématiquement
pour obtenir des reculs en matière de devoir de vigilance pour les entreprises européennes. Donc, de un, elles sont pour la plupart basées aux États-Unis. De deux, elles sont pour la plupart concernées par le secteur du oil and gas. Chaque entreprise de cette association était chargée de choses spécifiques auprès de telle ou telle institution, auprès de tel ou tel pays. Et donc, la démarche a été très systématique. Alors, si on détaille les 11 entreprises concernées, il s'agissait donc de 3 grandes compagnies pétrolières, ExxonMobil, Chevron et Total Energy, 3 autres entreprises ayant des activités dans le secteur pétrolier et gazier, et puis un certain nombre d'autres entreprises dans le domaine des minéraux et métaux, des produits chimiques, de la location de voitures et de la finance avec JP Morgan Chase. Donc ça, c'était les membres de cette competitive roundtable. Et elle était coordonnée par une société de lobbying qui s'appelle Teneo, qui est une société très, très performante, hein, très efficace, euh, très agressive, qui a d'ailleurs été engagée par le gouvernement de l'Azerbaïdjan pour gérer les relations publiques lors de l'organisation de la COP29. Et donc, cette organisation, Teneo, a animé cette table ronde. Et le groupe TA, un groupe de réflexion, a rédigé un rapport de recherche et organisé un événement sur la compétitivité de l'Union qui reprenait la position de la table ronde, de sorte de jeter des doutes sur les impacts qu'avait évalué la Commission européenne pour la directive sur le devoir de vigilance. Cette stratégie, elle a été très systématique. Alors, il faut revenir à la façon dont sont discutés les textes en Europe. Vous savez qu'on a 2 types de textes, des directives règlements qui font l'objet d'un certain processus et des actes délégués qui font l'objet d'un processus beaucoup plus simple. Dans un cas comme dans l'autre, on a la Commission européenne qui assure, qui est le bras exécutif, qui initie, qui consulte, qui étudie les impacts, qui circule le texte en interservice, puis qui publie une proposition. À noter que pour Omnibus, la consultation publique a été limitée et l'étude d'impact a été mise de côté. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Après, ce texte est proposé au Conseil de l'Union européenne d'une part, au Parlement européen d'autre part, avec là aussi un processus qui est très systématique. Et une fois que la Commission européenne, une fois que le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen se sont mis d'accord, et c'était tout ce feuilleton qu'on a pu suivre en novembre et décembre, notamment au Parlement européen, une fois qu'ils se sont mis d'accord, on a donc 3 textes, le texte initial de la Commission, les textes du Conseil et du Parlement, et on négocie en trilogue entre ces 3 institutions, de sorte de parvenir à un accord politique et à une publication au journal officiel de l'Union européenne, laquelle publication a été faite pour la directive Content, qui touche à la fois CSRD et CS3D en décembre. Pour les actes délégués, c'est un peu plus simple, puisque la Commission se voit confier un mandat, elle consulte des groupes d'experts, elle rédige, elle adopte. Et simplement, les co-législateurs ont simplement une période d'objection de 2 mois, au cas où ces co-législateurs considèrent que le mandat a été non respecté. Et là aussi, on arrive à une publication au journal officiel de l'Union européenne. Dans le cas des directives, elles doivent être transposées en droit des États membres, alors que les règlements et actes délégués sont d'application directe. Pourquoi je rappelle tout ça? C'est parce que lorsqu'on revient sur ce rôle de la Competitive Roundtable dans la discussion sur la CS3D, ben on voit qu'elle a été très systématique sur chacun des stades de cette procédure. En fixant des objectifs par institution, chacune de ces institutions se voyait appliquer une ambition et puis la roundtable affectait à telle ou telle entreprise le rôle de convaincre telle ou telle institution sur tel ou tel sujet. Au Conseil de l'Union européenne, la stratégie, ça a été divisé pour mieux régner. Donc, à partir de juin 2025, alors que le Conseil de l'Union européenne avait adopté une position, à partir de là, des contacts ont été pris par cette table ronde au plus haut niveau
pour diviser, pour mieux régner. D'ailleurs, c'est à la suite de cela que le chancelier allemand Merz et le président français Macron sont intervenus personnellement dans le processus politique du Conseil, là où ils n'ont pas normalement à le faire, et plusieurs modifications s'en sont suivies. Les documents qui ont fuité révèlent aussi que euh, la Roundtable a travaillé très activement à constituer une minorité de blocage pour contourner le mandat de négociation tel qu'il avait été adopté initialement, et ce qui a permis, lors des trilogues en novembre 2025, de revenir en arrière par rapport à ce mandat de négociation. Chaque entreprise s'est vue affecter un certain nombre de pays. Total Energy, en l'occurrence, ciblait les gouvernements français, belges, danois. ExxonMobil ciblait l'Allemagne, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie. Bref, c'était une organisation très, très systématique pour s'appliquer aux États membres. L'autre institution qui a été touchée par ce lobbying très systématique, c'est la Commission européenne, puisque la Roundtable avait identifié que deux directions de la Commission européenne étaient moins favorables au recul, qui étaient la DG Juste et la DG FISMA. J'en ai parlé déjà pour la DG FISMA. Et donc, la table ronde a fait pression sur la présidente de la commission d'une part et sur ces deux commissaires, le commissaire McGrath, la commissaire McGrath et la commissaire Albuquerque, respectivement DG Juste et DG FISMA, en organisant des courriers pour faire pression et en utilisant l'événement que j'avais évoqué tout à l'heure. Côté Parlement, le Parlement du 9 juin 2024 permet techniquement de parvenir à une majorité opposée à des mesures de durabilité, sous réserve que le PPE, les chrétiens démocrates, se désolidarisent de ce qui est souvent leur alliance habituelle, à savoir les libéraux et les sociodémocrates. Et donc la stratégie de la table ronde a été de faire pencher les députés du PPE vers l'extrême droite européenne, de sorte d'obtenir une vraie majorité à droite, moins favorable à ces sujets de durabilité. En parallèle, la Roundtable a activé ses réseaux pour que, dans le cadre notamment des activités de la Chambre de commerce américaine, plus généralement dans le cadre de la négociation sur l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, pour que soit faite une pression sur ce texte CS3D en disant, en demandant aux Américains d'être très exigeants sur l'annulation d'un certain nombre de mesures de la directive sur le devoir de vigilance. Et donc, la stratégie a été bien d'accroître la pression de l'administration Trump, en mobilisant aussi des associations, différentes associations, notamment de constructeurs automobiles en Europe, puisque ces constructeurs automobiles avaient tout intérêt à un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et donc, dans l'accord commercial qui a été adopté en août 2025 entre l'UE et les États-Unis, l'UE s'est engagée à proposer des modifications de la directive sur le devoir de vigilance sur au moins 3 priorités: la responsabilité civile, les plans de transition climat et l'extraterritorialité. La campagne a aussi visé à mobiliser d'autres pays, notamment dans le cadre de la COP30, du G20 et de différentes autres organisations internationales. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vous le répète, je n'ai pas pour habitude de tellement parler de ces aspects politiques, mais je trouve que c'est intéressant de les évoquer pour mieux comprendre dans quel contexte ont été adoptées ces réformes. Pour le dire autrement, ce que je cherche à vous montrer, c'est qu'il n'y a pas forcément un raisonnement complètement rationnel derrière tous ces reculs. Il y a aussi un environnement politique et un contexte politique qui les ont permis. Alors, je vous propose de faire ce premier break, ce premier temps d'échange
avant de dérouler assez vite, parce que j'ai pris beaucoup de temps sur cette partie-là, avant de dérouler assez vite où on en est aujourd'hui, est-ce que les uns ou les autres, vous avez des questions ou vous voulez évoquer quelque chose? N'hésitez pas à lever la main. Vous êtes assez nombreux. Oui, vous êtes assez nombreux. Et donc, voilà, je vous laisse éventuellement lever la main si vous avez des questions. Sinon on déroule. Sinon, on déroule. On est à peu près une cinquantaine sur la conférence là, donc ça permet normalement de s'exprimer. Il y a des questions ou des remarques à ce stade-ci où je reprends le déroulé? Séverine, à qui je vais essayer d'autoriser le micro, voilà. Normalement, Séverine, vous avez le micro autorisé, mais vous, le vôtre est éteint, est fermé. Ah, là c'est bon, vous m'entendez. Voilà, Voilà, merci. Voilà, c'était c'est de ça. votre côté que ça pêchait. C'est ça. Excusez-moi, juste j'avais une question parce que j'ai pas forcément l'habitude de ces, des comment dire? De savoir comment, fonctionne, Ouais, justement ce processus législatif, ouais. fonctionnement tout à Ouais. fait et surtout le fonctionnement des lobbies. Enfin justement avec, Hmm. Omnibus, je m'y étais un peu plus intéressée. Mais je voulais savoir si c'était, spécifique à Omnibus ou si c'est aussi une manière de faire sur d'autres sujets au niveau, de l'Europe, d'avoir des lobbies, on va dire, enfin moi je dirais d'ingérence américaine, alors qu'on parle d'Europe. Oui. Est-ce que c'est spécifique à ce sujet-là ou pas forcément? Non, pas forcément. Alors, il se trouve que j'ai été lobbyiste pendant plusieurs années pour le compte j'étais responsable des affaires publiques du groupe Société Générale. Donc, j'ai pratiqué cela d'assez près à l'époque. C'était dans les années 2010. Euh, et à l'époque, le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne. Et donc, ne nous voilons pas la face, le Royaume-Uni souvent poussait des intérêts américains. Donc on avait cet État membre un peu particulier qui était le Royaume-Uni, qui était un peu à mi-chemin entre les deux continents. Euh, je ne sais pas, alors je ne sais pas complètement répondre à votre question. Ce qui est sûr, c'est que les Américains ont l'Europe pour terrain de jeu, en partie. C'est-à-dire que les entreprises américaines ne sont pas indifférentes à ce qui se passe en Europe. Et on le voit notamment dans le domaine de la tech, des réseaux sociaux, du cloud, de tous ces sujets autour de la tech. Et on voit bien que les Américains sont très, très actifs en termes de lobbying en Europe sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est très critiquable d'ailleurs parce que enfin, c'est pas critiquable en soi. Ce qui est critiquable, c'est la réaction qu'en ont les personnes qui sont ciblées par ce lobbying. Parce que, après tout, écoutez, l'avis, l'opinion d'entreprises qui interviennent en Europe, qui ont un rôle dans l'économie européenne, pourquoi pas? Après, la question est de ne pas les écouter de façon naïve. La question est de ne pas les écouter de façon trop bienveillante. Et ça, c'est ce qu'on peut reprocher aux institutions européennes, c'est d'être souvent très naïves par rapport à la pression des Américains. Alors bon, vous suivez comme moi l'actualité générale et on voit bien que la pression des Américains a atteint un degré maximum dans tout un tas de domaines maintenant. Euh, et donc, euh, et donc, il va de soi que, vous voyez, dans l'exemple que je vous citais, utiliser la discussion sur les droits de douane pour cadre de ce processus législatif. Et comme je vous ai décrit le processus législatif, vous voyez qu'il y a plein de points d'entrée. Il y a des points d'entrée au Conseil de l'Union européenne, il y a des points d'entrée au Parlement, il y a des points d'entrée à la Commission. Il y a tout un tas d'endroits où on peut agir en termes d'influence. Et ils le font, bien sûr, activement.
Après, la question est, est-ce que les institutions sont à l'écoute ou voilà, est-ce qu'elles sont à l'écoute ou est-ce qu'elles ont un regard critique par rapport à ces points défendus? Et ça, c'est ce qu'on peut éventuellement discuter, quoi. Euh, Merci. je, J'espère que j'ai répondu à votre question. Je crois que je viens de donner la parole à Priscilla, mais je l'ai perdue en cours de route. Et j'autorise le micro aussi à Valérie. Alors, non, Priscilla est partie entre-temps. Valérie, vous avez normalement Vous m'entendez? Alors, Priscilla? Oui, je vous entends. Je ne sais pas qui j'entends de Valérie ou de Priscilla, mais j'ai ouvert deux micros en fait. Donc, est-ce que vous m'entendez? C'est Oui, Valérie. Valérie. Oui, on vous Oui. entend. Donc, du coup, Priscilla, peut-être après, je ne sais pas Oui, si oui, pas de problème. elle arrive à s'exprimer. Je voulais savoir si l'autre pôle, on va dire, de grande puissance qui était la Chine, avait ces mêmes pratiques sur l'Europe ou si historiquement on était moins perméable et si au regard des dernières évolutions qu'on entend sur la double matérialité que la Chine a l'air de vouloir imposer à certaines de ses entreprises et peut-être à celles qui font commerce chez elles ou qui s'implantent chez elles. Je ne sais pas à quel point en fait ça s'aligne sur ce qu'on avait Hum. projeté avec la CSRD en Europe. Voilà, est-ce que vous avez voilà, un retour sur un peu Je sur suis aussi ce... pas, Ouais, je suis pas très clair là-dessus parce que je vous le répète, mais la pratique que j'en ai, ben, elle date déjà d'il y a 5 ans. Mhm, La pratique que j'ai eue de ces métiers-là, et je pense que les choses ont pas mal bougé depuis 5 ans, notamment dans le mhm, comportement de la Chine sur les marchés internationaux. mhm, Je pense que pour reprendre votre adjectif, je pense qu'on est moins perméable mhm, au lobbying chinois qu'au lobbying européen. Qu'au lobbying américain. Il n'en mhm, demeure pas moins que les Chinois sont certainement actifs aussi dans ces domaines-là pour défendre leurs intérêts. Sur le sujet de la double matérialité, alors oui, dans l'ensemble, et c'est le paradoxe, hein, on voit bien que sur un certain nombre de sujets, les Chinois prennent de l'avance, ou du moins, oui, prennent de l'avance sur ces sujets de durabilité. Alors, pour différentes raisons. D'abord, ils ont un intérêt majeur puisqu'ils sont très en avance sur le plan industriel, sur les produits qui vont être ceux de la transition, hein. mhm, Qu'on parle de panneaux solaires, enfin, de photovoltaïque en général, euh, de, d'éoliennes, etc. Enfin bon, sur tous ces sujets-là, et de voitures électriques, bien sûr. Donc sur tous ces sujets-là, ils sont très en avance. Donc ils ont déjà un intérêt objectif à ce que la transition se fasse et qu'elle se fasse vite en Europe et chez ses clients de façon générale. Et puis, de façon très claire, les Chinois sont en train de reprendre un peu le leadership qui est laissé vacant par les États-Unis dans le monde multilatéral. Donc, du coup, ils ont une carte à jouer sur ces sujets-là. Sur la double matérialité, je ne connais pas bien les conditions de la double matérialité à la chinoise, mais mhm, effectivement, les Chinois sont, en matière de reporting extra-financier, plutôt dans les mieux-disants du monde mhm. en la matière. Et mieux disant en tout cas que l'ISSB, qui est l'organisme un peu législateur sur ces sujets-là au niveau mondial. Ok. Donc ça veut dire qu'on se demande si l'Europe n'est pas un peu moins ou un peu plus, je ne sais pas quel est le que naïve en fait Oui, sur oui, les alors, influences qu'elle reçoit bah, quoi, parce que oui, oui, oui. Alors, mais je le répète, hein, tout ça tient aussi quand même à un vrai sujet de départ, qui est ce sujet de la compétitivité. Donc, du coup, Mhm, les entreprises ont surfé sur le sujet. Euh, en, de façon d'ailleurs un peu limite, parce que le devoir de vigilance, moi je veux bien qu'on dise qu'il est la cause du décrochage de compétitivité de l'Union européenne, mais il ne s'appliquait pas. Donc, vous voyez, on mhm. peut quand même s'interroger sur le, la façon dont on s'est malheureusement concentré sur ce devoir de vigilance, puisque je vous dis, On se cherche les des textes excuses n'étaient quoi. oui, les textes n'étaient pas encore en application. Alors, qu'il y ait eu un besoin de simplification, moi je l'ai Oui. souvent dit à mes étudiants, hein, et aux participants aux formations de l'ISE, qu'il y ait des besoins
qu'il y ait des besoins de simplification, c'est indiscutable. Qu'il y ait des choses contestables, vous voyez, par exemple, dans tous les textes sur la taxonomie, il y a des trucs qui sont absolument euh, illisibles. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est terrible. Donc, il y a vraiment il y avait vraiment des besoins de simplification. Je le répète, la constatation qu'on peut faire ex post, c'est qu'on n'a pas fait une simplification, on a fait une dérégulation massive. Mhm. Voilà. Ok, merci. Et oui, on peut penser qu'on est Alors après, bon, tout se défend, hein, les deux discours se défendent. C'est l'histoire qui va le montrer, si on a été naïf ou pas. Moi, à titre personnel, effectivement, je suis assez convaincu qu'on fait une erreur stratégique sur ce sujet-là. Mais bon, ça n'est qu'un point de vue, quoi. En tout cas, ça ne va pas vers la souveraineté, enfin la défense de la souveraineté, puisque bon, Oui, quand on répond aussi autant à des lobbies qui sont des gaz et oil qu'on n'a pas, oui, oui. bah, Oui, on oui, crée c'est la bon. Alors, dépendance plutôt que oui, oui, je voudrais pas qu'on résume tout à non, à l'exemple que je ça, vous ai donné. bien sûr, ouais. J'ai essayé de vous donner cet exemple parce que moi, il m'a paru particulièrement frappant. Et d'ailleurs, c'est un exemple que je reprendrai. Je fais une formation, mais alors là, pour des étudiants à Lille sur le lobbying. C'est un exemple que je reprendrai parce que pour Mhm. le coup, c'est une stratégie de lobbying extraordinairement efficace et Efficace. réussie. Euh, Sur combien de temps ça s'est étalé? Combien Bah, de temps? très Ouais, rapide, c'est ça, puisque quoi, le truc aussi. c'est sur 6 mois, quoi. Ah Et oui, avec c'est. une concentration des réunions et des événements sur 2 mois, je dirais, ouais, on est sur on est sur juin à décembre, quoi. Juin à novembre. Oui, donc c'est vraiment une campagne très active, très systématique et organisée. C'est intéressant qu'il y ait eu ces fuites de documents parce que du coup, ça permet de bien comprendre comment ils ont raisonné, comment ils ont construit leur stratégie. Je le répète, il n'y a rien d'illégal à cela, hein. Mhm. Rien n'était illégal là-dedans. Et d'ailleurs, Total s'en défend en disant ça, hein, en disant, alors bon, il y a des obligations de transparence qui n'ont peut-être pas été tout à fait respectées tout le temps dans cette histoire-là, mais rien n'est illégal. Donc, et Total s'abrite derrière ça en disant, mais attendez, moi, j'ai rien fait d'illégal, j'ai défendu les intérêts de mon entreprise. Alors, si on réfléchit au fond du sujet, d'ailleurs, c'est pas neutre que ce soit des entreprises de l'oil and gas qui se soient concentrées là-dessus, puisque la principale obligation qui a été supprimée des 1000 malheureuses entreprises qui sont encore soumises au devoir de vigilance, l'obligation qui a été supprimée, c'est l'obligation de d'avoir un plan de Non. transition. Mhm. Et c'est finalement le gros succès de cette campagne d'avoir évité que les entreprises ne soient obligées d'avoir un plan de transition. Et quand vous êtes fournisseur de pétrole ou de gaz pour les grandes entreprises, eh bien évidemment que c'est votre intérêt que ces entreprises n'aient pas de plan de transition. Ce faisant, d'ailleurs, ça met en exergue aussi un autre sujet qui est, et qui n'est pas inutile de voir, qui est de voir que vraiment, il y a des grands acteurs majeurs qui véritablement s'opposent de front à la transition énergétique. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là de voir ça. C'est-à-dire que là où on nous avait dit oui, mais ça c'était dans les années 70 ou 80, ils n'avaient pas tout compris, etc. Mais aujourd'hui, en 2025, 2026, on a des grandes entreprises dans ce secteur-là qui continuent de s'opposer frontalement, malgré tout leur discours, malgré toute leur campagne pour la planète, pour ci, pour ça, en fait, qui continuent de s'opposer frontalement à des progrès dans ce domaine-là. Priscilla, alors Priscilla, je vais vous donner le micro. Alors, comme je suis pas sûr d'avoir... Ah ben non, mais vous avez le micro, Priscilla, d'ailleurs. Alors, Priscilla a le micro, mais n'a pas ouvert le sien. Et j'ai autorisé le micro à Stéphane aussi. Donc, Stéphane, si vous voulez prendre la parole avant... Oui, Valérie, vous bonjour. n'aviez plus de questions, je pense. Oui, Stéphane, je vous écoute. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Laurent, encore et bonne année à tous. Oui, je suis pas. Je vous ai souhaité. Oui, 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 meilleur vœu. c'est Oui, bon, pardon. Ouais. oui, C'est- meilleur vœu. Oui. Et du coup, en France,
ce choix au niveau européen a-t-il été discuté par des institutions en France? A-t-il été commenté par des organismes ou autres? Est-ce que... Alors, quand on regarde le processus législatif tel qu'il existe en Europe, l'entité française qui est participante à ce processus, c'est le Conseil des ministres français, puisque le Conseil des ministres français représente, enfin le gouvernement français représente les autorités françaises au Conseil de l'Union européenne. Par ailleurs, vous avez des parlementaires européens qui sont de nationalité française, qui sont susceptibles de défendre éventuellement les intérêts français. Donc la France, elle n'est représentée dans le processus législatif que par ces deux biais. Le gouvernement français au sein du Conseil de l'Union et, et les parlementaires de nationalité française, d'origine française au sein du Parlement européen. Et il n'y a normalement que cela. On a aussi un commissaire européen qui s'appelle Stéphane Séjourné, mais alors là, qui pour le coup n'a pas été vraiment, enfin, je veux dire, il a été clairement à la manœuvre pour revenir en arrière. Et d'ailleurs, il n'est pas en tant que, bien qu'étant de nationalité française, il n'est pas supposé, lui, représenter les intérêts français, il est supposé représenter les intérêts européens. Euh, donc tout ça pour répondre, non, les intérêts français n'ont pas été plus défendus que ça. Et je vous le répète, lorsque la pression a été faite sur ces sujets-là, le gouvernement français a été plutôt dans ceux qui ont été le plus en recul. Euh, le... Oui, c'est ça qu'on peut dire. À certains moments, on a pu avoir des interventions, notamment au Sénat, qui étaient aussi plutôt dans le sens de la dérégulation, mais qui sont juste des déclarations de principe. Euh, voilà. Et puis après, il y a eu tous les débats qu'il y a pu y avoir dans les médias ou de la part des ONG, etc., mais avec peu de levier. Par ailleurs, les ONG ou d'autres organisations peuvent s'exprimer dans le cadre du processus démocratique européen. Mais je vous le répète, sachant qu'on n'a pas eu d'études d'impact, sachant que les consultations ont été limitées à certains groupes professionnels, c'était difficile pour les ONG de s'exprimer. Et savons-nous si les représentants des entreprises, je ne sais pas, le MEDEF ou autre, en a discuté en interne de cet Ah oui, enjeu bien de sûr. dérégulation tout Ah oui, important? oui, bien sûr, bien sûr. Les organismes professionnels sont partis. Le MEDEF a une équipe à Bruxelles et ils sont naturellement partis à ces discussions. Je n'ai pas vu de traces du MEDEF dans cette histoire que je vous ai racontée sur la Competitive Roundtable. Mais par contre, le MEDEF a été très, très actif sur ce sujet du devoir de vigilance pour s'y opposer. Donc les organisations professionnelles nationales sont très actives dans ces processus-là, hein. Donc il y a quand même un consensus au-delà du PPE qui a rejoint l'extrême droite. Il y a Bien aussi un sûr, consensus des assez large en organisations pas... fait sur... Oui, Et donc du des coup, c'était organisations... à dire que le choix initial d'une CSRD très ambitieuse était un moment original parce qu'en fait, pas représentatif du souhait collectif. Ce qui a été voté en CSRD en 2023 était absolument C'est une hors. très bonne remarque. Vous avez raison. C'est une très bonne remarque. Alors, on mélange plusieurs sujets là. On mélange peut-être le sujet. Je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire tout le reste de la présentation et c'est pas grave parce que je pense que c'est des sujets importants et c'est important de comprendre où on en est. Euh, Si, il y a deux questions, me semble-t-il, dans ce que vous dites. Alors, est-ce que aujourd'hui, en l'état actuel, comment dirais-je, cette refonte et ces reculs expriment une volonté démocratique des peuples, en fait. Il y a peut-être cette question-là un peu sous-jacente à ce que vous dites. Euh, Exact. bon. Et en l'occurrence, je pense que la réponse est probablement oui. Il se trouve que on s'émeut, euh, on s'émeut ici et là que le PPE ait fait alliance avec l'extrême droite au sein du Parlement européen. Mais enfin, jusqu'à nouvel ordre, les partis d'extrême droite au sein du Parlement européen ne sont pas interdits. Donc, ils ont parfaitement le droit d'exprimer leur position. On peut aimer ou pas aimer ce qu'ils disent, mais ils ont parfaitement le droit d'exprimer leur position. Et par conséquent,
faire état de la nécessité d'un cordon sanitaire quelconque pour le PPE, c'est très contestable. Quand on est au PPE, on peut avoir envie de s'allier avec des gens des partis d'extrême droite si on pense qu'on est d'accord avec eux. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, au niveau de l'aspect démocratique, on peut se dire que peut-être que ces reculs obéissent à une volonté démocratique des peuples. J'ajoute que l'adoption de la CSRD en 2023 avait été assez surprenante finalement, hein. On était à la fin d'une Commission européenne qui avait été plutôt Green Deal, plutôt assez en avance sur ces sujets-là. Mais il est vrai que l'adoption avait été un peu, j'allais dire, ouais, un peu surprenante. Ça avait été surprenant de voir un texte aussi ambitieux adopté. Dans votre question, on est parti du sujet des organisations professionnelles. Et ça, par contre, sur les organisations professionnelles, ben, ils défendent leurs intérêts. Et donc, les organisations professionnelles patronales ont défendu des intérêts patronaux plutôt allant dans le sens de la dérégulation. Clairement. Est-ce que j'ai répondu à votre point, Stéphane? Ouais, merci beaucoup. Ouais. Priscilla, je crois que vous avez toujours le micro activé normalement. Non, alors attendez, Julie. Alors, Julie, sauf que j'arrive pas à vous rouvrir votre micro. Ça fait plaisir de retrouver un certain nombre de personnes. Alors, autorisez le micro. Donc, Julie, vous avez le micro autorisé et Priscilla, vous l'avez toujours autorisé aussi. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, Julie. Oui, je me questionnais, vous en avez parlé, Laurent, à l'instant, là, mais le point de départ hein, enfin, ma compréhension des points de départ des évolutions législatives européennes était notamment le Green Deal européen. Oui. Donc, je me questionne aujourd'hui, est-ce toujours une ambition politique de l'Europe? Et avons-nous aujourd'hui les moyens d'atteindre ces ambitions que portait l'Europe, de faire un premier territoire neutre en carbone, etc. Alors, les objectifs de décarbonation ont été confirmés lors de la COP 30, hein. C'est-à-dire que la pente qui nous mène à 2050 et à la neutralité carbone a été confirmée dans le cadre de la COP 30. Donc ça, c'est une chose, et c'est quand même le cœur du sujet. Après, on peut s'interroger, moi, je ne vois pas comment on parvient à respecter cette trajectoire en n'impliquant pas massivement les grandes entreprises. Et donc, par exemple, l'abandon de l'obligation d'un plan de transition, ça ne me paraît pas aller dans le sens de l'atteinte de cet objectif-là. Donc, pour répondre à votre question, beaucoup de pans du Green Deal ont été démantelés ou sont en cours de démantèlement. Certains sont trop contestés. Ben, on le voit dans le monde agricole, par exemple, hein. Donc certains aspects sont trop contestés et ça revient à la question de Stéphane qu'on évoquait, hein, c'est-à-dire quelle est la volonté démocratique des peuples européens aujourd'hui. Et on peut penser que la volonté démocratique des peuples européens aujourd'hui n'est pas forcément en faveur du Green Deal. Euh, le cœur du Green Deal, qui est cet objectif de décarbonation pour 2050, il a été confirmé à la COP 30. C'est un peu tout ce que je peux vous dire. Est-ce que par ailleurs, on fait des réformes qui vont empêcher que ce soit possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas en juger. Mais la trajectoire de décarbonation, elle est clairement confirmée. Je vous ai répondu, Julie? Oui, oui, moi, c'est la question des moyens qu'on se donne. C'est vrai, effectivement, Ah ben oui, quand bien sûr. on... Oui, bien sûr. Après, il faut bien comprendre que, enfin voilà, on est dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans un monde dans un monde qui géopolitiquement est très compliqué, qui, sur le plan de l'économie européenne, est compliqué, sur le plan de l'innovation, enfin, on a le sentiment de vivre un certain décrochage européen en matière d'innovation, en matière de tech. Bref, on a tout ce contexte-là, hein, qui est évidemment c'est pas qu'ils s'opposent, mais un peu quand même, quoi. Un peu, ça s'oppose en tout cas en termes de priorité. Priscilla, je vous demande une seconde, je vous quitte 2 secondes et j'arrive.
Valérie, votre micro et votre main est toujours levée, mais je pense que j'avais répondu à votre question. Il n'y avait pas d'autres questions. Je crois on va organiser une deuxième conférence hein, pour finir notre déroulé. Alors, je vous propose de reprendre très rapidement. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je vais essayer d'aller à l'essentiel en partageant encore quelques éléments. Alors, où est-ce que je vais reprendre? Lire à partir d'un diapo actuel, partager. Hop. Alors, dans les éléments que je voulais vous partager maintenant, il y en a un certain nombre que je vous avais déjà présenté lors de la conférence que j'avais tenue en novembre ou en décembre, je ne me souviens plus, en novembre, je crois. Euh, je pense que vous voyez à nouveau mon. Alors, sur les périmètres et calendriers, bon, tout ça, tout ce qui concerne le calendrier d'implémentation d'origine, l'effet de la directive Stop the Clock, l'effet de la directive de l'acte délégué Quick Fix, tout ça, on en a déjà parlé en novembre-décembre. Et quant au passage de la directive Content, ben, comme je vous le disais, on a atterri sur ce qu'on avait dit en novembre, c'est-à-dire que je vous avais annoncé qu'on arriverait à cet accord sur le seuil de 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'affaires. Et donc, on se retrouve avec aujourd'hui différents régimes. Une directive Content qui s'applique aux entreprises de plus de 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'affaires. Un acte délégué qui n'est pas encore adopté, qui s'applique à toutes les entreprises qui ont été sorties du scope CSRD. Et puis, pour les entreprises de moins de 250 salariés non cotés, ben, cette recommandation VCME qui se substitue à ce qui était la proposition de l'EFRAG en matière de VSME. Donc, on en est là. On en est là. Pour la taxonomie, on a un calendrier qui a été maintenu, mais on a un périmètre qui reste aligné sur celui de CSRD. Donc là aussi, à partir du moment où vous réduisez le périmètre CSRD, ben, vous réduisez le périmètre de la taxonomie. Et quant à la directive sur le devoir de vigilance, ben, franchement, entre le calendrier repoussé de 2 ans, les nouveaux seuils qui sont 5000 salariés, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui conduit à un peu plus de 1000 entreprises touchées, et puis le fait qu'on retire le plan de transition, qu'on retire la responsabilité civile et qu'on ne retient dans la chaîne de valeur que le premier niveau, en fait, la directive CSRD, elle est un peu vidée de son contenu. Sur les nouveaux standards ESRS, euh, voilà où on en est. Je vous demande une seconde là encore. Je vous demande encore une seconde. Je suis désolé, j'ai eu besoin de sortir mes chiens. Donc, sur les nouveaux standards ESRS, donc vous savez que ça sera l'objet d'un acte délégué qui va être produit par la Commission européenne d'ici 6 mois maintenant, sur la base de la proposition d'avis, sur la base de l'avis technique qui lui a été transmis par l'EFRAG le 3 décembre 2025. Tout ça est accessible sur le site de l'EFRAG. Vous pouvez retrouver, si vous scannez ce QR code, vous pouvez retrouver tous les détails sur le site de l'EFRAG relatif à ce futur acte délégué ESRS, sachant que la Commission n'est pas tenue de respecter en tout point l'avis technique de l'EFRAG. Elle le fera probablement parce qu'on est sur des sujets très techniques, mais pas forcément. Et les propositions de l'EFRAG, elles sont ici datées sur ce slide du 31 juillet 2025, mais elles ont en vérité fait l'objet d'un avis officiel le 3 décembre, donc c'est très récent. Ça, c'est sur les principes qui ont été retenus. Sur ce qui change et ne change pas, ben ça, on l'avait évoqué lors de la dernière conférence. Je passe vite là-dessus parce que je voudrais qu'on puisse encore échanger si c'est possible.
Euh, donc, grande simplification des points de données, un concept de double matérialité qui est confirmé, des normes sectorielles qui sont abandonnées, euh, un, un futur dispositif VSME qui sera facultatif pour les entreprises qui ont été sorties de CSRD, et enfin une, euh, une recommandation de la Commission pour les PME non cotées. Je déroule très très vite et je vous prie de m'en excuser, mais là encore, je suis sur des slides que je vous avais déjà présentés. Alors, sur la taxonomie, voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que on parlait tout à l'heure de cette histoire de double matérialité en Chine. Sur la taxonomie, c'est pareil, hein. On n'est pas dans un monde où l'Europe agirait seule dans son coin en faisant des choses, alors que le reste du monde ne ferait rien et que donc l'Europe serait un peu le dindon de la farce et le bisounours du truc. En vérité, des taxonomies sont adoptées un peu partout dans le monde, pas aux États-Unis, certes, pas dans les économies les moins développées d'Afrique, certes, mais par contre, dans un certain nombre d'autres États, des taxonomies sont en place ou sont en cours d'être installées. Je déroule là encore un peu plus vite mon exposé. En passant à la question du VSME. Alors, sur le VSME, et je reviens, alors, je vous demande une seconde. Hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas très bien ce que vous voyez encore de mon truc. Je vais vérifier. Alors, j'espère que vous voyez bien ma présentation. Donc, sur les dispositifs volontaires VSME. Donc, en décembre 2024, on a eu une recommandation, une suggestion de l'EFRAG. Valérie, je ne sais pas si je peux vous donner. Je vais vous donner la main. Ah ben voilà. Je vous donne la. Hop. Je vous donne la main un peu plus tard, si vous voulez bien. Sur le VFME, donc, on a eu une recommandation de l'EFRAG qui concernait les PME non cotées, qui n'étaient pas concernées par la CSRD. Cette recommandation, cette proposition de l'EFRAG a fait l'objet d'une recommandation l'été dernier de la Commission, disant oui, quand vous êtes une PME non cotée, nous vous recommandons d'utiliser le dispositif de l'EFRAG. Il y a eu d'ailleurs quelques nuances, quelques modifications par rapport au dispositif de l'EFRAG, mais en gros, on est sur le dispositif qui avait été proposé en décembre 2024 par l'EFRAG. Maintenant, pour tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre la CSRD et ce dispositif pour les PME non cotées, ben, reste une immense catégorie d'entreprises qui est la catégorie des ETI, entreprises de taille intermédiaire, et des PME cotées. Et celles-là, elles feront l'objet donc d'un futur acte délégué qui devrait s'inspirer du dispositif VSME qui existe, mais pourrait s'en éloigner sur tel ou tel point. On peut espérer qu'il serait un peu plus ambitieux que le texte du VSME, et donc il touchera les entreprises de 250 à 1000 salariés ou les PME cotées qui se sont retrouvées sorties de fait du périmètre de la CSRD par la directive Content. Ce dispositif, ben, on peut rappeler qu'il est structuré autour d'un module de base de 11 informations et d'un module complet avec 9 informations. Par malchance, les terminologies utilisées ne sont pas les mêmes que celles des ESRS, c'est dommage. Mais enfin, voilà, on a ce dispositif qui est en place. Vous avez sur le site de l'EFRAG, et je voudrais essayer de vous partager cela, vous avez sur le site de l'EFRAG un certain nombre de données. Je vais essayer de vous partager cela. Je vais essayer de vous partager. Oui, c'est ça. Oui, vous avez sur le site de l'EFRAG
un certain nombre de données sur le VSME, avec notamment des ressources qui sont très intéressantes. Alors, tout est en anglais, hélas, mais avec des ressources très intéressantes qui sont une vidéo de formation, un, un outil Excel qui est une version qui prend en compte les plus récentes modifications de la recommandation de la Commission. Et donc cet outil Excel, c'est celui qui a été publié le 27 novembre 2025, que vous voyez ici dans le VSME Digital Template. Vous pouvez oublier bien sûr les outdated resources, mais vous avez là des éléments très intéressants pour appuyer votre travail si vous êtes concerné par VSME. Je vous propose, je suis désolé, je suis allé très très vite sur un certain nombre de points. Je vous propose de revenir à une discussion Q&A pour les quelques minutes qu'il nous reste. Alors, si j'arrive à revenir où je voudrais être, pour ça, il faudrait que j'arrive à arrêter le partage. Voilà. Et voilà, j'ai arrêté le partage. Je vous demande une seconde encore. Est-ce qu'il y a des questions, sur cette présentation hyper à la course que je viens de vous faire? Ce que je crois qu'il faut bien comprendre, c'est de un, on a un climat politique qui est très défavorable et qui donc conduit à l'abandon, et je vais vous passer la parole, Stéphane, à l'abandon d'un certain nombre d'obligations. De deux, le sujet de la durabilité perdure. Et par conséquent, l'idée que tout cela devienne du dispositif volontaire, je le répète et je vais vous donner la parole, Stéphane, mais pour revenir sur la question qu'on évoquait tout à l'heure, après tout, c'est peut-être le souhait fondamental des milieux économiques, c'est peut-être le souhait fondamental même des citoyens, on n'en sait rien. Et après tout, pourquoi pas? Et donc, à partir de ce moment-là, on entre dans un monde où on n'a plus tellement d'obligations de conformité, du moins pour toutes les entreprises qui sont en dessous de ces deux seuils de 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'affaires. On n'a plus tellement de besoins de conformité, mais par contre, on a toujours des besoins de faire du reporting de durabilité pour nos parties prenantes, pour nos financeurs, pour un certain nombre d'acteurs. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans un monde beaucoup plus ouvert, avec la nécessité impérieuse de se former. Et c'est bon, c'est pas par hasard que je fais cette présentation sous l'égide de l'Institut supérieur de l'environnement. C'est que, évidemment, dans ce monde-là, il faut plutôt se former, c'est clair. Parce qu'une fois qu'on n'a plus la capacité de s'accrocher à des régulations, évidemment, les choix deviennent plus subtils et plus complexes. Stéphane, vous aviez relevé la main, je crois. Ouais, mais justement, c'est un lien là, Laurent, avec la dernière phrase là que vous donniez. Y aurait-il un lien à moyen terme ou à court terme avec l'ISO, notamment l'ISO 9001? Est-ce que l'ISO va s'approprier ces sujets des VSME pour en faire des standards? Pas mal d'entreprises sont ISO 9001. Est-ce qu'il y aurait... Et Ouais, la, ouais, et la, deuxi- ouais. et la deuxième Alors, question, c'était sur les mid-cap ESRS. Je pense l'avoir vu dans la présentation. Il y a VSME, mid-cap ESRS qui a fait les frags. Est-ce que c'est d'actualité ça ou pas? je suis Il y avait désolé deux parce questions, que, mais pardon. en fait, oui, alors dans la deuxième question, c'est que j'ai passé, comme vous l'avez vu, j'ai déroulé mes slides très très vite. Euh, Midcap, bon, je ne sais pas, enfin, il y a différentes définitions de ce que c'est qu'un midcap, hein. Dans la réglementation, on a un seuil à 1000 salariés et un seuil à 450 millions de chiffre d'affaires. Et si vous êtes au-dessus, vous êtes CSRD. Dans la réglementation, si vous êtes une PME, c'est-à-dire en dessous de 250 salariés et non coté, vous êtes dans le dispositif recommandé par la Commission, qui est le dispositif volontaire VSME. Après, entre les deux, vous avez toutes les autres entreprises. Donc les mid-cap, je pense qu'elles se trouvent ici. Elles se trouvent entre les deux. Et entre les deux, on a ce futur dispositif VSME
qui s'appellera VSME aussi, qui fera l'objet d'un acte délégué, qui sera peut-être légèrement différent du dispositif existant pour les PME, mais on est bien, alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais on est bien sur les mid-cap concernés par le dispositif VSME. Maintenant, quand j'en arrive sur l'autre question du dispositif ISO, ben, en fait, on se retrouve avec tout un tas de possibilités concurrentes. Lorsque vous êtes une entreprise aujourd'hui non touchée par CSRD, dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, vous faisiez des DPEF, hein, bizarrement. Toutes les entreprises entre 500 et 1000 salariés, elles faisaient des DPEF et elles se retrouvent avec plus aucune obligation. Donc celles-là, elles peuvent être tentées de continuer à faire quelque chose. D'abord parce qu'elles ont les équipes pour le faire, souvent. Ensuite, parce qu'elles ont des parties prenantes qui exigent un certain nombre de choses, ne serait-ce que leurs parties prenantes financières. Et donc, elles sont amenées à faire des choix. Ces choix, ils sont entre différents dispositifs. On peut imaginer de s'auto-appliquer volontairement la CSRD. On peut imaginer, et je pense que beaucoup d'entreprises le feront paradoxalement, parce que quand elles ont déjà fait l'effort de mise en conformité, bah, elles ont tout intérêt à en faire un avantage de compétitivité. Donc vous pouvez faire cette CSRD. Vous pouvez faire une CSRD dégradée. Vous pouvez faire prendre le VSME. Vous pouvez prendre un VSME amélioré. Vous pouvez prendre le dispositif ISO. Effectivement, c'est aussi une autre possibilité. Donc, vous voyez, vous avez différentes optiques. Alors, c'est là où on entre dans un monde et on peut espérer que tout ça se standardise d'une façon ou d'une autre. Alors, ça va se standardiser soit volontairement, soit sur la base d'un dispositif volontaire qui serait adopté par tous. C'est une possibilité. La Commission européenne s'est ménagé la possibilité de réélargir le spectre de la CSRD ultérieurement. Donc en plus, on a aussi ce risque. Alors là, pour le coup, c'est un risque parce que les entreprises qui auront abandonné le dispositif peuvent se voir réappliquer le dispositif dans un temps futur. Donc pour répondre à votre question, oui, le dispositif ISO, il a vocation à être une des options possibles pour une entreprise. Valérie? Oh, pardon. Valérie, je ne vous avais pas autorisé de parler. C'est pas très courtois. Valérie, vous avez l'autorisation de parler, mais vous n'avez pas ouvert votre micro. Oui, ça y est. Ça y est, je n'avais pas l'autorisation, donc je ne pouvais pas Oui, cliquer. non, non, tout à fait. Oui, donc ça signifie quand même que pour une entreprise qui était de la vague 2 et qui sortirait du dispositif Ouais. CSRD, qui a des ambitions et qui commence, on va dire, à s'exercer sur ce type de reporting, qui a d'énormes exigences et demandes de ses parties prenantes, qui, ces demandes, pour l'instant, quand même, on a beaucoup de difficultés à savoir à quel point elles comptent dans les décisions. Donc moi, c'était pour une entreprise qui travaille dans les dispositifs médicaux et du coup, ils font à la fois, ils interviennent sur des marchés publics en France, des marchés privés en France et dans plein de pays de par le monde. Ça veut dire qu'en fait, les exigences, elles sont multiples, quand même souvent autour de la durabilité. Et on a du mal à savoir à quel point, en fait, elles vont compter dans les décisions de prise de marché. Sachant que le prix semble quand même l'élément décisif, bien que sur les marchés publics français, il y a des obligations qui commencent à rentrer en ligne de compte. Et par exemple, là, on vient de voir fleurir un index DM durable, dispositif médical durable, qui vient de l'AFNOR et d'organismes, on va dire, des parties prenantes associatives, qui ont construit cette évaluation qui est volontaire, mais qui maintenant sont réclamées par tous les marchés publics et privés français. Voilà. Ouais, alors c'est à la fois. Ouais. Oui, c'est un mélange en fait Mais c'est ce qui est de. dommage. C'est ce qui est dommage dans cet abandon de la CSRD. Enfin, du moins. Elle aurait permis de répondre de façon Ben, uniforme c'est ce qui est dommage. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est qu'on était enfin arrivé à une convergence. Alors, certes, la réglementation était trop compliquée, certes, elle nécessitait d'être simplifiée, et elle l'est, hein, à travers les ESRS. Il y a quand même, dans la proposition de l'EFRAG qui est soumise en ce moment à la préparation de l'acte délégué, il y a quand même plus de 60% des points, enfin, vous le savez bien, Valérie, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a quand même 60% des points de données qui disparaissent. Donc, on était en cours de simplification. Maintenant, c'est dommage d'avoir réouvert tout un pan de l'économie qui
qui n'a plus de point de repère. Donc C'est ça, ça, sachant que c'est... et du coup, effectivement, les organisations professionnelles pourraient très bien adopter leurs propres dispositifs, leurs propres recos, etc. Ah oui, ça vient d'une organisation professionnelle, hein, en plus de Ouais, l'AFNOR et d'organismes de ouais, ce qui va vraiment pas de... faciliter ce qui facilite pas la comparabilité, ce qui Et facilite complètement. pas. Ce qui d'ailleurs Euh, fait peur aux entreprises parce que comme c'est oui, bien sûr. déclaratif volontaire et qu'à la Oui, fin vous bien avez sûr. une note, vous donnez une note qui va être publiée sur le catalogue, bah, à Oui. quel point voilà, elle est contrôlée, à quel Vous point voyez, vous... on en revient à ce fameux débat que j'ai évoqué très longuement et je m'en excuse pour ceux qui s'attendaient à ce qu'on parle d'autre chose, mais ce fameux débat sur simplification versus dérégulation, Hmm. euh, c'était une très très bonne idée de simplifier, quitte à simplifier outrageusement, hein. Mais par contre, réduire à un tel point le périmètre, ben oui, ça réouvre quelque chose qui est probablement dommageable quand même, parce qu'on ne va pas s'y retrouver, quoi. On va avoir du mal à s'y retrouver. Sauf si les entreprises adoptent de façon volontaire un dispositif proche de la nouvelle CSRD. On peut rêver, hein. Ça signifie donc que là, il faut être à l'écoute des propositions de la future VSME, là, Oui, et à la fois bien analyser aussi la nouvelle CSRD et de voir oui. en fait, Moi, je suis assez dubitatif, vous le savez, on en avait déjà ouais, discuté, hein. Je suis assez dubitatif sur le VSME, qui était quand même un dispositif qui était prévu pour des petites boîtes pas petit. cotées. Ouais, tout à fait. Des petites boîtes non cotées, c'est quand même pas la même problématique qu'une boîte de 1000 salariés, 4 milliards de chiffre d'affaires cotée. Vous voyez? Oui, tout Et à fait. or, une boîte de 900 salariés et en dessous du seuil de chiffre d'affaires, ben, elle n'est plus soumise à rien. Non. Enfin, elle se retrouve avec un dispositif comparable à une PME non cotée. C'est quand même problématique. Euh, donc, effectivement, le dispositif VSME, il me paraît un peu loin de la balle. Mm. Après, le CSRD allégé, enfin le nouveau CSRD, j'allais dire, est probablement plus conforme aux attentes de la plupart des parties prenantes. Après, il faut faire son choix là-dedans, quoi. Mm, mm. Très bien. Sachant qu'on a en plus les normes, oui, les normes ici et là, ici et là. Séverine, je vous donne le micro. Ah ben non, vous avez toujours le micro, Séverine, en fait. Ah, merci, pardon. Oui, je reviens là sur justement ce potentiel trou dans la raquette, puisque là, j'ai vu, moi, une information, c'était cette semaine, où, a priori, on disait que, donc c'était l'agence Déclic qui mettait ça, a fait même un article, c'était au mois de décembre, fin décembre, qui disait qu'effectivement, c'est la CSRD pour les entreprises cotées et plus de 450 millions de chiffre d'affaires. Mmh. Et sinon, ils avaient fait un petit schéma en disant que pour les entreprises qui avaient moins de 450 millions et moins de 1000 effectifs, Ou moins, passaient ou sur moins. la... ouais, moins. Ouais, 450 millions ou moins. Enfin, euh, Oui, euh, moins de 450 ou moins que 1000 salariés, puisque dans l'autre oui, sens, ils voilà, sont c'est ça. cumulatifs. Oui, oui. Et du coup, ils disaient qu'ils étaient là, on va dire, ils étaient soumis, entre guillemets, à la démarche volontaire avec donc la VSME. Alors, moi, je ne sais juste pas ce que c'est que mid-cap. C'est quoi exactement ce que vous l'avez mis aussi dans votre slide? Parce qu'il y avait une autre différence, c'est que ensuite les entreprises qui faisaient moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou un bilan de moins de 25 000, millions, avec un effectif de moins de 250, pardon, c'était un petit peu. Et là, elle Hmm. était juste soumise à un référentiel VSME qui serait plus light. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ou pas du tout? Alors, moi, je crois qu'il faut simplifier enfin, il faut simplifier l'analyse. Alors, je suis désolé d'avoir utilisé ce mot mid-cap dans mes présentations, j'aurais pas dû le faire. J'aurais pas dû le faire parce que, en fait, c'est pas un terme qui est utilisé dans la législation européenne et donc ça complique tout. Je le répète, pour moi, il y a trois catégories d'entreprises aujourd'hui. Il y a des PME non cotées qui font l'objet de la recommandation de la Commission d'adopter le VSME. Ok. Il y a des entreprises de plus de 450 millions de chiffre d'affaires et plus de 1000 salariés qui sont soumises à CSRD. Et entre les deux, et là-dedans, vous avez des mid-cap, vous avez des PME cotées, vous avez des, vous voyez, des ETI. Ok. Entre les deux, il n'y a pour le moment rien
mais il va y avoir l'acte délégué VSME d'ici 6 mois, Ok, qui donc sera un oui, dispositif facultatif, mais qui s'appliquera à ces entreprises-là. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de complexifier, alors sauf erreur de ma part, hein, mais il n'y a pas lieu de complexifier plus que ça. Il y a des PME non cotées, reco de la commission de l'été dernier, des entreprises soumises à CSRD, bon, ça c'est simple, et entre les deux, vous avez toute une catégorie d'entreprises qui sont sorties du scope de CSRD, qui étaient dans le scope de CSRD, hein, qui en sont sorties et qui pour le moment sont orphelines, mais vont se voir proposer via l'acte délégué un dispositif volontaire de type VSME. Est-ce que je suis plus clair? oui, parce que c'est vrai que là, du coup, j'avais du mal à comprendre. J'avais l'impression qu'il allait avoir 2 VSME, mais donc ça serait peut-être autre chose que la Alors, VSME, du coup. oui, il peut y avoir, alors si, il peut y avoir 2 VSME en ce que il n'est pas certain que l'acte délégué qui va s'appliquer à ces anciens CSRD, hein, il n'est pas certain que l'acte délégué soit un copier-coller exact de la reco de la commission qui concerne les PME non cotées. Ok. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait, oui, en quelque sorte, 2 VSME. Pour le moment, la commission a simplement dit qu'elle s'inspirerait du VSME qui existe. Et on peut pas, et dans l'esprit, je pense elle part du principe qu'elle sera très proche du VSME qui existe. Ok. Et donc, du coup, pour une PME, parce que là, je suis en train de voir, moi, pour essayer justement de mettre en place un reporting dans une PME de Coté ou non coté? non cotée de Ben, 86 personnes. Moi, je pensais à la VSME, mais je commence à douter. non, non, parce que pour le coup, je pense que la reco de la commission est très claire. Pour cette entreprise-là, la recommandation, c'est d'appliquer le VSME tel qu'il existe aujourd'hui. Il n'y a pas lieu de douter en ce que c'est quand même des entreprises qui n'ont pas des moyens considérables. 86 personnes, vous n'avez pas les moyens d'avoir une équipe RSE de 5 Gugus. Ouais, Donc, tout à fait. c'est probablement quand même le bon outil euh, sous réserve de vérifier simplement qu'il n'y a pas des attentes des parties prenantes qui ne Oui. seraient vraiment pas répondues, quoi. Oui, mais c'est ça. Ce qu'effectivement, je pense qu'on aurait la Ouais, VSME et des. En fait, on fait une évaluation Ecovadis en plus. oui, c'est ça, c'est un Donc, je me dis, VSME+. voilà, ouais, voilà. Ouais, c'est un VSME+. Mm. Et voyez, votre exemple prouve à quel point le dispositif VSME pourrait ne pas être adapté du tout à des entreprises cotées qui faisaient du DPEF, quoi. Mais c'est complètement, puisque nous, c'est vrai que nos clients, on travaille avec des grands comptes et qui, eux, sont soumis à la CSRD et le devoir de diligence et plein de choses, qui nous font des demandes. Et là, je me Bah dis, ouais. alors, est-ce que la VSME est vraiment adaptée ou pas? Bah non, oui, 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 C'est ça. c'est quand même un dispositif très light, hein, très très light. Donc, effectivement, et je vous dis, et pourtant là, vous êtes en train de parler d'une PME non cotée, donc Ouais. typiquement la cible de l'actuel VSME. Donc, on voit bien que pour des entreprises plus importantes, ça va être problématique, quoi. Mm. Ça Ok, va être bah un peu merci. léger. En tout cas, oui, enfin, ça va dans le sens, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre le VSME pour faire du reporting Ouais, et et pour les demandes clients, voilà, et le effectivement, avoir compléter. Ecovadis et d'autres. Ouais, Ouais, ok, exactement. merci. Euh, on va arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, je vous remercie de votre attention. Je suis absolument désolé pour avoir pris beaucoup de temps sur la partie politique, mais je trouvais que c'était intéressant de le développer. Si vous jugez utile qu'on revienne sur des aspects, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sachez aussi que donc à l'ISE, on a une session qui va démarrer de mémoire début mars, une session de formation certification qu'on a complètement refondue pour tenir compte de toutes ces réformes. Donc, si vous êtes intéressé, c'est éligible au CPF. Donc, si vous êtes intéressé pour approfondir toutes ces questions-là, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Et voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu sinon à vos attentes, du moins aux questions qu'il y a eu derrière. Pour les attentes, ben, on essaiera de faire au mieux. Priscilla, finalement, on ne s'est pas parlé. J'ai vu plusieurs fois
que vous avez demandé la parole, mais je n'ai pas réussi à vous la donner, mais on pourra se reparler en off. Merci beaucoup à toutes et tous et bonne soirée. Au revoir.